une situation personnelle, professionnelle, mais il risque de te poser des questions par rapport à ton dossier. Si par exemple, tu as été ASH, en dialyse et bah, il risque de te poser la question: «Bah, c'est quoi une dialyse? Ça sert à quoi? Ça permet quoi?» Il risque de te poser ces questions. Alors il y a certains établissements et je pense que là, en Normandie, ils le font, ils vous font faire des petits calculs. Ça peut être des additions, des soustractions, des calculs assez simples pour savoir, bon, ça c'est nouveau, depuis 2 ans, c'est nouveau. Donc ça, tu peux faire face à ça. C'est assez rapide au niveau de l'entretien, ça dure 15 à 20 minutes. Le principal, c'est que tu puisses répondre à ce qui t'est demandé, te vendre, de faire attention à les mimiques de stress, de pas trop parler avec les mains, de pas titiller les jambes, de pas trop bégayer, de regarder la personne qui te parle, ton interlocuteur. Essaye d'avoir le sourire aussi quand tu parles et de bien répondre aux questions demandées et pas à côté. Bon, ils peuvent te poser des questions, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent également te poser des questions, donc révise bien ça, sur le nouveau référentiel, les actes aides-soignants d'aujourd'hui, les modules à passer. Donc, combien y a-t-il de blocs de compétences? Combien y a-t-il de modules? Quels sont les nouveaux actes aides-soignants? D'accord, donc du coup, tu vas être dispensé de certains modules et tu as un savoir déjà qui est ancré, du coup, par rapport à ton diplôme. Ça, c'est bien ça. Ouais, ils peuvent te poser des questions au niveau théorique. C'est possible. Alors, ça ne sera jamais trop de questions. Après, quand ils vous posent des questions théoriques, par exemple, la loi du 4 mars, si vous répondez à côté, ça ne sera pas noté. Ça, c'est vraiment de vous titiller un petit peu, hein. Mais par contre, les nouveaux actes aides-soignants, il faut les connaître, hein, tels que la glycémie capillaire, la transmission des médicaments, quelles sont les conditions, les prises des constantes. On va pas aller dans le profondeur, mais vous savez pas sur qui vous allez tomber dans les sélections, enfin face au jury, vous savez pas quel jury vous allez tomber. En général, ce sont des personnes bienveillantes et qui vont pas vous titiller, mais, mais voilà. Je vous laisse tapoter un petit peu parce que je viens juste de reprendre après une longue absence mes lives. Ça fait plus de 3 semaines car j'étais pas en bonne santé. Et du coup, beaucoup ne savent pas que je reprends les lives de révision, mais je les reprends petit à petit. Donc n'hésitez pas à tapoter parce que quand je me connecte, c'est souvent pour répondre à vos demandes et vous faire réviser. Et, euh, et comme beaucoup pensent que je reviens pas, du moins maintenant, ils sont pas au courant. Donc n'hésitez pas à tapoter les collègues. Héloïse revient en petite forme, mais elle revient. Sa voix, elle est un petit peu fatiguée, mais je suis là je suis là. Donc voilà. Tu as la possibilité, je sais plus c'était qui. Si tu souhaites des entraînements de oraux, tu peux venir me solliciter via mon lien qui est sur TikTok. Ouais. Je voulais faire un petit live de révision, mais si vous n'êtes pas nombreux, coucou Ben, comment vas-tu? Voilà, si vous voulez bien tapoter et puis voir, enfin, si vous êtes OK pour réviser, il n'y a pas de souci. Salut Héloïse, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, là je vais bien. Merci beaucoup, j'espère aussi. Salut Héloïse, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, là je vais bien. Merci beaucoup. Salut Héloïse, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, là je vais bien. Merci beaucoup, j'espère. Super. Fonce, fonce, fonce.
Fonce, fonce, fonce. Fonce, fonce, fonce. Tu m'as manqué tellement. Oh, moi, vous m'avez trop manqué. À mes lives de révision, ça m'a trop manqué. J'espère que tu vas bien après l'opération. Tout doucement, mais ça va. C'est plus la fatigue et la douleur. Ah, tu vas faire la passerelle, c'est super. Tu seras dispensé du coup des modules, c'est top. Tu as éclairé le TikTok, c'est vrai. Good life, ça bug déjà. Période de stage, fatigué, oh, bah, je te comprends. Mettez good life, oui, allez, n'hésitez pas, mettez good, voilà, c'est TikTok, hein, vous connaissez TikTok, ça bug souvent. Pourtant, j'ai une bonne connexion. Un petit temps, c'est vous qui voyez. Et je vous laisse tapoter du coup pour démarrer. Dites-moi où vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez voir avec moi aujourd'hui. Puis on est mardi, on est en pleine semaine. Alors tu es au module 1 et 2, ok, ça marche. Alors je vous invite à prendre une feuille et un stylo. On commence, même si on a un petit comité, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va voir le rôle aide-soignant pour s'entraîner. Hein. Et puis, voilà, je vous invite à prendre un stylo et une feuille et tapoter au taquet. Alors, l'épreuve module 1 et 2, ça va dépendre des établissements. Souvent, vous passez les examens par bloc, le bloc 1. Vous le passez ensemble en écrit, mais ça va dépendre. Chaque établissement a leur propre méthode, leur propre feuille d'examen, et ça peut être un recueil de données, ça peut être une mise en situation d'accompagnement, mais le plus souvent, c'est un cas, un examen sur table avec un cas, des définitions et des sigles à apprendre. Donc toi, tu as un recueil macro-cible. Ok, ça marche. On va travailler un petit peu certaines définitions, certains sigles pour voir si c'est ok pour vous pour s'échauffer. Et on commence les actions aides-soignants. Ok, petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'ARS? ARS. On fait un petit échauffement vite fait pour les sigles et on passe au rôle aide-soignant. L'ARS, qu'est-ce que c'est que l'ARS? Tu l'as eu, Jamila? Yes. Félicitations. Ok, que veut dire l'ARS? ARS, Agence régionale de la santé. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? J'espère que tu vas bien, c'est Myriam. Je dois reprendre l'école. L'école mardi prochain pour le 4. Ah yes, coucou Myriam. Au taquet. Alors, ARS, que veut dire ARS? Allez, on s'échauffe un petit peu sur les sigles et on fait le rôle aide-soignant. ARS, que veut dire ARS? Agence régionale de la santé. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? ARS, Agence régionale de la santé. Est-ce que c'est ça? Bonjour NTD. Exactement, Agence régionale de la santé. Ok, on continue. OMS, qu'est-ce que veut dire OMS? Allez, petite révision des sigles vite fait, échauffement, et après on fait les cas. OMS, que veut dire OMS? OMS, que veut dire OMS? Alors, Fleur, oui pour l'ARS. OMS, que veut dire OMS? Allez, au taquet. Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé, exactement, c'est bien Organisation mondiale de la santé. On est d'accord. MDPH, que veut dire MDPH? Coucou la Rose, merci beaucoup. MDPH, que veut dire MDPH? Allez, on reste avec cette dynamique. Vous êtes au top, on reprend. Moi aussi, je reprends mes lives de révision avec vous. Au taquet. Que veut dire MDPH? Maison département pour personnes handicapées. MDPH, ouais, exactement. Maison départementale pour personnes handicapées. On est d'accord sur ça. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Maison départementale pour personnes handicapées. Ok.
Quels sont les facteurs de risque? Attention, on enlève les sigles. On fait un petit peu un tour sur un petit rappel sur le bloc 1, sur le rôle aide-soignant, sur la globalité. Les facteurs de risque de chute chez les personnes âgées. Donnez-moi quelques-uns. Quelques facteurs de risque de chute chez les personnes âgées. Donnez-moi des facteurs de risque de chute chez les personnes âgées. J'en veux quelques-uns. N'oubliez pas, vous pouvez prendre une feuille et un stylo. Ce sont des questions qui sont très demandées en examen. Les facteurs de chute chez les personnes âgées. Vertige, trouble de l'équilibre, fracture du col de fémur, dépression. Quels sont les facteurs de risque de chute chez les personnes âgées? Allez-y, la déshydratation, sagem-youf, dénutrition, on est d'accord, il y a encore d'autres choses, coucou Hussard, les facteurs de risque chez les personnes âgées, il y en a encore d'autres, oui, la fatigue, oui, alors utilise des termes médicaux, est-ce que, alors t'es pas encore en formation, mais est-ce que tu sais, au niveau des termes médicaux, comment on peut dire fatigue? Les facteurs de risque, le facteur de risque chez les personnes âgées, l'alitement. Asthénie, merci beaucoup. Coucou Grignotte. Grignotte, est-ce que tu as de quoi noter? Je t'envoie sur l'email de Marion pour ce que tu as demandé. Asthénie, fausse route, ou les facteurs de risque chez la personne âgée. Merci beaucoup. L'environnement, c'est-à-dire, Alita, c'est très bien, mais va au fin fond de ta réponse, c'est bien. Sam, ouais, l'asthénie, les chutes, les facteurs de risque de chute. La personne n'est pas encore chutée, mais il y a des choses qui font que cette personne est à risque de chute. Les céphalées, bonsoir, coucou Anastasia. Ok, tu me dis dès que tu as quelque chose de quoi noter et je te donne l'email parce qu'à chaque fois j'oublie. Merci beaucoup la sagesse, j'ai un problème avec le S, ne m'en voulez pas. Iatrogénie médicamenteuse. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que la sagesse iatrogénie médicamenteuse? Effectivement, c'est un facteur de risque de chute. Qu'est-ce que c'est que ça? L'isolement, identitovigilance, désordre, l'environnement sécurisé, les tapis, va au plus profond au niveau de l'environnement, fleur d'âme, c'est très bien. Il y a, oui, le désordre, la sécurité, tapis. Imaginons que tu es à domicile, il y a quelque chose, il y a un facteur de risque qui est très courant et qui fait que les personnes âgées à domicile chutent, va plus loin. Malvoyant, les troubles de la vision, la malvoyance, certaines pathologies très très bien, algiques. J'ai de quoi noter. Alors regarde, je épingle. Alors je fais juste une petite pause, je épingle ça pour Grignotte parce que ça fait un moment que je lui dis je viens et au final je zappe. C'est pas passé. Alors attends. C'est parce qu'il faut pas que je mette arrobase. Alors à la fin c'est arrobase. Alors, à la fin, c'est @gmail.com. Grignotte. À la fin, c'est @gmail.com. Tu expliques ton problème à j'arrive pas à épingler. Oui. Tu expliques ton problème à Marion et te fais un retour. Voilà. Effectivement, le tapis de bain, excusez-moi, ça a filé. Alors, les facteurs de risque chez les personnes âgées, au niveau des chutes, manque de tonicité dans les membres, très bien. Quand on prend trop de médicaments, effectivement, très très bien. C'est ça que j'attendais. Les chaussons, les chaussures mal adaptées, très très bien ça. Ok, j'espère que vous notez parce que c'est une question qui est souvent posée en examen. Les escaliers, le sol glissant, usé ou mouillé, très bien. Perte de force musculaire, dépression, raideur musculaire. Alors, les éléments, les facteurs de risque, vous les avez notés. Ce qu'il faut impérativement bien le noter quelque part, c'est iatrogénie médicamenteuse, c'est la sagesse qui l'a dit, c'est lorsque la personne prend
trop de médicaments, hein, il y a une surcharge de médicaments. Et donc, on appelle ça iatrogénie médicamenteuse. Les effets secondaires également des traitements. Les pathologies, je ne sais plus c'est qui a dit ça, les pathologies, il y a des symptômes pathologiques, dont les vertiges, les faiblesses musculaires, l'asthénie, et donc c'est un facteur de risque. Ça, il faut le noter. Automédication, oui, exactement. Merci beaucoup pour les roses. L'environnement, à ne pas oublier à l'examen. L'environnement, ça va être un risque, hein, il faut qu'il soit dégagé. Après, on fera le rôle aide-soignant. Hein, le fait est que l'environnement n'est pas adapté et voilà, encombré. Chez les personnes âgées à domicile, ça va être les animaux. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait dit. Les chiens notamment, hein, sont tout le temps dans nos, comme on dit, nos pattes, nos jambes, et sont à risque, hein, peut être un facteur de risque de chute. Les tapis, hein, un environnement inadapté, très très bien, très très bien. Certaines pathologies, le diabète, la tension artérielle, exactement. La vue aussi, il y a une personne, elle avait parlé de la malvoyance et troubles de la vue. Ouais, très très bien. Le sol, oui, le sol qui est humide, voilà, où il y a des gouttes d'eau par terre, voilà, tout ça. C'est des choses les chaussures inadaptées, exactement. Donc maintenant, on va faire les rôles aides-soignants. Les choses que j'ai dit là, j'espère que vous avez bien noté. En tout cas, j'essaierai de prendre ce live de révision et le poster en replay sur YouTube. Donc ceux qui ne sont pas sur YouTube, n'hésitez pas à aller. C'est Révision Aide-Soignante 2.0. Vous retrouvez les lives de révision. 400 vidéos du rôle, du parcours, la formation aide-soignant, et ça va énormément vous aider. Au niveau des actions aide-soignant, pour une personne qui a risque de chute, qu'est-ce que vous allez faire pour, voilà, le rôle aide-soignant pour une personne à risque de chute? Qu'est-ce que je fais? Attention, je ne veux pas voir là tout de suite maintenant les transmissions et prévenir l'IDE. Non, 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 non. Je veux des actions aide-soignants, soignants si vous voulez, mais je veux des actions avant de faire des transmissions. C'est le maximum. À chaque fois que vous travaillez vos actions, vous ciblez 5 actions minimum avant de faire des transmissions et de prévenir l'IDE pour avoir tous les points dans votre examen. Dégager l'environnement. Exactement, je dégage l'environnement pour éviter la chute. Ouais. Vérifier le matériel, vêtements, chaussures adaptées, oui. Rassurer. Ah, c'est intéressant la sagesse. En quoi tu vas rassurer la personne âgée ou la personne à risque de chute? Attention aux chaussures, oui. Coucou Annabelle, dégager l'environnement. On doit hydrater. Très bien Luna. Très très bien l'hydratation. Dégager l'environnement, chaussures adaptées, l'environnement de la personne, dégager l'espace, vérifier le matériel qui soit adapté, vérifier les chaussons, environnement, relevage précoce du lit, retirer tout ce qui est susceptible de faire chuter le patient, chaussures, être bien chaussé, hydraté, vêtements adaptés, hydratation. Je lis parce que j'en attends encore plein. Le bon fonctionnement des aides techniques. Très bien, Mégane. Mettre des chaussures adaptées. Alors, Blandine, en parlant, il manque un petit bout. Rôle AS, assurer la sécurité, son environnement, communication. Ouais, traitement. Donc, qu'est-ce que tu vas vérifier au niveau des traitements? La prise du traitement ou les effets secondaires des traitements? Qu'est-ce que tu vas vérifier par rapport au traitement Fleur? Rassurer la personne. Moi, je vais revenir sur rassurer la personne après. Surveillance de poids, glycémie capillaire si diabète, communication verbale, accompagner le patient. Ouais, là, merci, c'est ça que j'attendais, Karima. La luminosité, la lumière, que l'environnement soit bien éclairé. Très bien. Qu'elle ait peur de chuter. Ouais, je voyais que c'était ça que tu voulais dire, mais je voulais que tu... Alors, à l'examen, il faudra que tu développes entre parenthèses comme ça.
Tu mettras une petite parenthèse, la sagesse, et tu développeras comme ça. Alimentation riche en protéines, lui donner un peu de force, quoi. Traitements sont bien pris en charge, tension, rassurer la personne, en même temps vérifier si elle s'est pas fait mal quelque part. Alors là, elle n'a pas encore chuté. Après, on verra si la chute, durant la chute, favoriser son autonomie. Oui, la rassurer, favoriser l'éclairage est hyper important, l'alimentation est très important. Ouais, 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 surveillance, perte de poids volontaire. Alors attends. Vérifier les lunettes et le nettoyage pour ceux qui portent des lunettes. Ouais, super. Très, très bien. Ok. On est d'accord qu'au niveau du rôle aide-soignant, ça va être une surveillance des effets secondaires. Ça va être aussi la prise de traitement. Ça va être vérifier si la personne est asthénique ou pas. Il faut aussi penser aux moyens matériels pour se déplacer, que celui-ci est bien son matériel, sécurisé, adapté, pas défaillant, pour pouvoir se déplacer, déambulateurs, cannes ou autres. On va vérifier que l'environnement soit bien éclairé. Hein. On va faire attention qu'il n'y ait pas de linge ou objets, obstacles sur le passage. On va faire hyper attention au chaussage, donc qu'il soit bien adapté, voire antidérapant. On va faire attention aussi à l'apport alimentaire, parce que après on parlera de la dénutrition, les risques et les symptômes, ta. On va faire attention à l'alimentaire, l'apport hydrique et autres. Très bien. Au tapis, aux animaux, au domicile, à l'environnement, si c'est trop meublé ou autre, on va signaler. On fait attention à la prise du traitement, on va s'informer de quel traitement celui-ci prend, hein, puisqu'on sait qu'il y a des traitements qui peuvent amener à des effets secondaires, dont la somnolence. Donc on va faire hyper attention à ça. Ouais, ça va mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait des rendez-vous alors que je ne devais pas. J'ai pris des gens au téléphone, je suis restée 5 heures au téléphone avec des élèves. Je me sens mieux aujourd'hui. Ah, bah, c'est une bonne question. Anastasia demande comment on sait qu'une personne est déshydratée. Quels vont être les signes cliniques pour une personne déshydratée? Alors là, c'est une question. Quels vont être les signes cliniques pour une personne étant déshydratée? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors visuellement, on va remarquer beaucoup de choses. Ah, les lèvres, comment elles vont être? La bouche sèche, mais encore l'incohérence, oui. La faiblesse, l'asthénie qui s'installe, ouais. Sécheresse des lèvres et des points cutanés, sécheresse, très pâle, sèche, fatiguée. Les termes médicaux, les collègues. Les plis cutanés, qu'est-ce qu'il va avoir au niveau des plis cutanés? L'agitation? Il y a encore beaucoup de choses au niveau de la déshydratation. On va voir apparaître beaucoup de choses physiques, mais autre chose aussi. Il y a une personne elle était dans l'élan, elle y était presque là. Alors, la déshydratation, quels vont être les signes? L'agitation, sécheresse cutanée. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la peau? La peau, elle va être comment? Hein? Une personne déshydratée, sa peau, elle va être comment? Taille cutanée, sécheresse buccale, désorientation, sécheresse cutanée, agressivité, très bien, rougeur, essoufflement, persistance du pli cutané, elle retombe. Alors, il y a une manière de le dire, la peau, quand une personne est déshydratée, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une perte d'élasticité de la peau. Hein? La perte d'élasticité de la peau. La langue, elle va être comment? Ouais, sécheresse, nervosité. Salem, Héloïse, Salem Rachida. Il faut qu'on se contacte, ma belle. Côté...
Infection urinaire, oui, la déshydratation peut amener à une infection urinaire. Très très bien. Très très bien. Blanchâtre violacée, les lèvres sèches, la langue. La langue, comment elle va être la langue? Ouais, super au niveau du regard, Youf. Le regard terne, les yeux enfoncés, hein, elle va avoir un regard et puis l'expression, comment elle va communiquer, hein, il va se passer quelque chose. Ouais, la langue peut devenir blanchâtre, ouais. Flictaine, pâteuse, très bien. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, il peut avoir aussi de la confusion, de l'incohérence, hein, des vertiges. Et dans les graves cas d'une déshydratation, qu'est-ce qui peut se passer? Merci beaucoup pour le cœur, Dadou. Qu'est-ce qui peut se passer? Oui, diminution des urines, effectivement, celui-ci s'hydrate moins, donc effectivement, il y aura une diminution des urines. Il peut avoir aussi des problèmes urinaires, hein. Malaise. Dans les graves cas, oui, le malaise peut arriver, mais encore pire encore. Encore pire, allez donc, dans l'extrême. Allez-y, on est là pour réviser. Là, les céphalées, oui. Hypothermie, sensation de soif, somnolence, affection urinaire, coma, on y va, hein. Ouais, on y va, parce que c'est grave la déshydratation, hein. Une déshydratation, ça se voit, hein, et ça peut aller très vite. Ok, alors, qu'est-ce qui peut amener à une déshydratation? Donnez-moi quelques petites choses, hein, de circonstances. Qu'est-ce qui peut amener à une déshydratation? Effectivement, la personne ne s'hydrate pas suffisamment, mais allez, au niveau pathologique, qu'est-ce qui peut amener à une déshydratation? Arrêt cardiaque, les médicaments, ouais, très bien, Missora. Les effets secondaires des traitements, ça j'aime beaucoup. Le manque, oui, de nutrition. L'âge, oui, l'âge, et tu peux aller aussi, Vendetta, tu peux aller encore plus loin, tu y es là, tu peux aller, tu parles de traitement, de l'âge, parle au niveau pathologique, tu as dit oublie. Va plus loin, va dans le plus profond au niveau de tes réponses, c'est très bien. Ah ben voilà, on l'a dit, NTD, manque de carence, la diarrhée aiguë, ouais, les personnes ayant des troubles cognitifs comme l'Alzheimer, ils oublient, hein, c'est compliqué pour eux, ils n'ont plus cette notion, hein. Qu'est-ce qui amène à une déshydratation, Angelina? La perte de mémoire, ouais, les personnes ayant des troubles cognitifs, l'Alzheimer. Il y a autre chose. Une personne, alors je ne peux pas vous le dire, ou sinon c'est trop facile, je vous donne la réponse. Il y a autre chose qui peut amener à une déshydratation. Quand vos enfants, vos maris, vos collègues ou vous-même, vous avez cette période de virus, je vous donne la réponse un peu... J'aime pas ça, vous donnez la réponse. Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit. Néphi, oui, c'est ça. Hein, il y a quelque chose, oui, la gastro, qu'est-ce qu'on a à la gastro? Qu'est-ce qui peut... La gastro, c'est quoi? C'est, hein, il y a quelque chose, la gastro peut amener à une déshydratation. Hein, mais pourquoi ça amène une déshydratation? La transpiration, ouais. Alors tu parles de transpiration, c'est bien ce que tu sors là, Néphi. La transpiration va au plus profond, clinique. Maladie de Crohn, chaleur, fièvre, vomissement, ouais, on est d'accord, la diarrhée. La diarrhée amène à une déshydratation. Les vomissements, hein, je vomis quoi? Hein, les apports, les liquides, donc de l'eau quelque part, ce qu'on a besoin. Donc, les vomissements est un risque de déshydratation. Merci Mégane, merci beaucoup pour ton soutien. Oui, il y a une perte de liquide, il y a une perte d'eau qui est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme. Sans ça, c'est compliqué. Très bien, très très bien. On est bon là. Ok, donc ok.
Donc, on est d'accord qu'au niveau des symptômes de la déshydratation, ça peut être visuel, mais aussi on le voit, on l'entend, puisque la personne dans les graves cas peut être confus, peut perdre la mémoire, enfin même connaissance dans les graves cas, ça peut amener à très loin. Une personne qui vomit, qui a la diarrhée, en fonction aussi des traitements qu'il va prendre, au niveau pathologique, on avait parlé des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, une personne en hyperthermie, l'hyperthermie, une personne qui transpire beaucoup, elle perd l'élément essentiel et peut être à risque. Oui, la déshydratation, oui. Gastro, chaleur intense, sodium, sueur, ouais, la sueur. Alors, vous avez une personne qui est déshydratée, d'accord? Vous faites quoi? Alors oui, effectivement, vous allez la solliciter pour boire, mais si vous êtes à l'examen, ça ne suffira pas, juste cette action-là. Vous allez mettre quoi? Vous allez faire quoi comme action? Perfusion, oui. Là, pour les IDE, forcément, il va avoir une demande pour perfuser. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, au niveau des actions, il y a des actions. Allez, je ne peux pas vous donner de surveillance, pas grave, mais qu'est-ce que vous allez surveiller? Et il y a des actions à mettre en place. Quelles sont-elles? Dans l'alimentation, oui, il y a de l'apport hydrique. Il y a du liquide, donc oui, c'est très important. Vérifier la diurèse, surveillance de l'hydratation et la diurèse, solliciter l'hydratation, ouais. Une feuille de suivi, ouais. Il faut mettre une surveillance hydrique, proposer de l'eau en fraction. Merci beaucoup, Vendetta, oui, faudra fractionner. Une personne déshydratée, c'est fort possible qu'elle vomisse, hein, et que si on lui donne une trop grosse quantité à boire, elle va aussitôt rejeter. Donc, il faut fractionner. C'est bien ça, Vendetta. Soin de bouche, apport hydrique, humidifier, ouais. Humidifier, très bien. Fiche hydrique, surveillance de la diurèse. La diurèse, on va en reparler. Soin d'hygiène et literie avec les bâtonnets. On la nourrit, ouais. Diurèse, soin de bouche, prise de la température. Demander ce qu'elle préfère boire. Oui. Fiche hydrique. Voir avec la diététicienne, proposer des fruits riches en eau, surveillance de la température, surveiller le teint. Moi, c'est ça aussi que je veux. Mettre en place des choses, voilà, ok. Mais aussi les surveillances. On a parlé de perte d'élasticité de la peau. On a parlé de l'état. Ah, mais je veux pas donner les réponses. On a dit qu'il peut être confus. Nanana, nanana. Qu'est-ce que je fais pour ça? Si elle refuse, on part dans l'écoute, dans la communication. On part vraiment dans la communication. Et si ou sinon, bah forcément, ça sera un refus catégorique. Bah malheureusement, ça sera de toute façon, elle sera perfusée. Donc, soins de bouche, désorientation. Alors, ouais, surveillance de son état, souvent. Alors, quand on dit surveillance de son état, ça va être juste son état psychologique ou ça va être quoi comme état? Proposer des fruits riches en eau. Et Louise, coucou! Ah, dis donc, ça fait longtemps, Katélia. Comment vas-tu? Proposer des compotes ou yaourts, ouais, ça c'est bien. Vitamine C, ajouter des arômes à l'eau. Oui, c'est possible aussi, vous pouvez le faire. Exactement, on lui explique. Tapoter, ça bug déjà. Cutanée, surveillance. Alors, là, dans ces cas-là, vous allez surveiller l'état général du patient. Pas seulement l'état cutané ou pas seulement l'état psychologique, l'incohérence du patient ou autre. Vous allez vraiment la globalité. Vous allez surveiller tout. L'état cutané, l'état s'il répond bien aux questions, si vraiment tout.
vous allez rester disponible, vous allez vraiment rester disponible, vous allez, donc cette personne-là, hein, bon, elle va être perfusée, mais il va falloir surveiller quand même, d'accord? C'est hyper important. Surveillance de l'alimentation, oui, mettre en place une fiche de suivi alimentaire et hydrique, c'est possible aussi. Lui poser des questions simples, yes. Ouais, après, si elle a du mal avec de l'eau plate, l'eau aromatisée, tant que c'est du liquide, hein? Ouais. Oui, en notre exactement. Lui faire boire quelques gorgées en notre présence, favoriser en autonomie à la prise des repas, l'eau gélifiée. Alors ça, on va parler de l'eau gélifiée. Alors pour quel type de personne on propose de l'eau gélifiée? Pour quel type de personne on va mettre en place, l'équipe, voilà, va décider de mettre en place de l'eau gélifiée. Ah, ça passe vite. J'arrive plus. Ah, voilà, c'est ça. Risque de fausse route. Les personnes ayant des troubles de la déglutition. Ceux qui font des fausses routes. Pour les personnes ayant des troubles de la déglutition. Ok. Alors, quelles sont les personnes à risque de fausses routes? Alors oui, les personnes ayant des troubles de déglutition, mais allez cibler ces personnes. Il y a des personnes, merci beaucoup pour le cœur. Il y a des personnes qui sont vraiment à risque. Ah, là, je vois des choses superbes. La l'hémiplégie, souffrant de paralysie. Va encore plus loin. C'est bien ce que tu sors, 26. Personnes âgées, Alzheimer, des troubles cognitifs, personnes âgées, mais encore, allez plus loin. Ceux qui portent des appareils dentaires, va plus loin, justifie le pourquoi. Personne ayant fait merci, c'est ça que j'attendais. Au niveau des paralysies, des personnes ayant fait des AVC, par exemple, super, très bien ça. Personnes avec des troubles cognitifs, oui, des personnes ayant des troubles de dentition. Alors là, tu parles de dents. Alors va, cible, c'est Anaïs. Anaïs, cible au niveau des dentitions. Va plus profond, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Personne ayant eu une anesthésie très bien, sans dents. Personne ayant des troubles cognitifs. Oui, les personnes qui mangent vite, les personnes âgées, les personnes qui sortent d'une opération les jours suivants. Paralysie faciale, oui. Alitement, l'incapacité. Dans le plus profond, Reine. Épileptique, AVC. Bonsoir. Tout, ça va vite. La chose. Désorientation, trouble de la déglutition, sédation, trouble bucco-dentaire. Personne avec un lourd handicap aussi, on est d'accord. Dentier pas adapté, hémiplégie, tétraplégie, toute paralysie. Ouais. Paralysie, personne ayant des troubles buccales, personne ischémique, alité, il y avait quoi? Ok, donc là, on est d'accord que les personnes ayant des troubles cognitifs, il ne faut pas négliger. Alors là, je vais parler des troubles cognitifs. Pourquoi vous dites que les personnes ayant des troubles cognitifs sont des personnes à risque de fausse route? Pourquoi les personnes atteintes de troubles cognitifs telles que la maladie d'Alzheimer sont des personnes à risque de fausse route? Je me concentre quand je parle, je suis désolée parce que j'ai du mal à me concentrer en ce moment. Donc, je baisse les yeux ou c'est un peu, je fais attention aux mots que j'emploie. Les personnes ayant des troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer, pourquoi ils sont sujettes à faire des fausses routes? Ah, il y a alors, oubli de mâcher, aussi le manque d'hygiène bucco-dentaire, troubles de la... Oui, ils ont... Alors, les personnes ayant des troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer sont des personnes sujettes à risque de fausses routes, car ils ont un souci de concentration. Là, le fait de déglutir, c'est très compliqué. S'ils sont, je vais pas, perturbés par l'environnement, surtout. C'est pour ça qu'on dit que lors des repas,
surtout en unité protégée, on fait en sorte d'éteindre les télés ou la musique pour que celui-ci puisse se concentrer sur sa déglutition. C'est hyper important. Maman formidable, tu as raté ton stage parce que tu avais la grippe. Tu t'es absentée combien de temps? Ouais, et ils ont tendance également à ne pas forcément bien mâcher, de prendre des grandes bouchées, ne pas forcément bien mâcher les aliments et d'avaler directement des gros morceaux. Ouais, ok. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? De Charcot aussi, oui, c'est vrai. Ouais, il faut éviter toute distraction. Ouais, souvent, on le dit, on l'apprend à l'école, mais souvent, quand il y a un souci, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de distractions autour. Ouais, ils avalent, ils ont des grosses bouchées, et, voilà, ils encaissent les bouchées et ils se retrouvent avec une bouche pleine de nourriture. Ils mâchent pas, ça avale direct et c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Ok, on est d'accord, hein, Anastasia, elle le dit bien, c'est le système cérébral, c'est une dégénérescence. Est-ce qu'on se soigne de la maladie d'Alzheimer une fois détectée? Est-ce qu'on peut on peut soigner cette maladie? Ah, on est d'accord. Ok, alors pourquoi les personnes ayant des troubles cognitifs, on va leur donner des traitements, alors certains, non, ils n'ont pas du tout, mais s'ils ont des traitements ou quelque chose à prendre, c'est pour traiter quoi? Est-ce que c'est pour traiter la maladie elle-même ou autre chose? Ouais, ça se dégrade. Donc c'est une dégénérescence, donc ça veut dire que ça évolue dans le temps. Une fois que voilà, c'est posé et qu'on sait qu'on est atteint de cette maladie, on n'en soigne pas, on est d'accord, hein? On va soigner les symptômes. Voilà, les symptômes pathologiques, mais on ne soigne pas la maladie. C'est un peu comme la BPCO. La BPCO, c'est pareil, ça ne se soigne pas. Par contre, on traite les symptômes. Ouais, c'est souvent, on va traiter l'anxiété, l'agressivité. Alors, quels vont être les symptômes d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer? Ouais, c'est une maladie chronique, oui, mais tu vois, 26, je pense que tu fais pas la formation d'aide-soignant et là, c'est un live de base, aide-soignant ou école infirmier. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une BPCO puisqu'ils viennent en cours. Donc pour toi, ça paraît logique de dire que c'est une maladie chronique, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une BPCO. Donc voilà, c'est... Bah oui, tu vois, donc... on révise tous ensemble, mais tu vois, la base, on la revoit avec les AS parce que eux, ils sont qu'au début. Donc, quand je parle de BPCO, je suis sûre que certains regardent, mais n'ont même pas la notion de ce que c'est qu'une BPCO. Ils ne savent pas que c'est une pathologie chronique. C'est comme la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, il y a certaines personnes, ils savent que c'est une maladie, une pathologie qui atteint le système nerveux, mais ils n'ont pas de notion de ce que c'est que la maladie d'Alzheimer et les symptômes. Donc, moi, voilà, je fais en fonction de tout le monde et il y a des médecins, il y a des internes, il y a des infirmiers, il y a des directeurs de santé, il y a des aides-soignants, il y a des ASH, il y a des auxiliaires de vie, il y a des ASH, des AES qui viennent dans ce live. Donc, moi, de base, je suis une formatrice AS. Donc, c'est pour ça. Bah, en fait, c'est parce que là, je suis au bloc 1. Et le bloc 1, c'est l'accompagnement. C'est pour ça que je ne vais pas dans... Tu vois, j'éloigne pas les élèves. Tu comprends? Je peux pas me disperser comme ça. Parce que, bon, je suis pas une machine, ni un ordinateur, ni... je pourrais parler là de la BPCO, mais là, il y a quelques personnes qui passent le bloc 1.
Et le bloc 1, c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer, des personnes à risque de chute. Tout à l'heure, j'ai voulu un petit peu dévier sur les traitements parce qu'il y avait une personne qui avait parlé de certains traitements qui peuvent avoir des effets secondaires sur, comment dirais-je, sur l'excès ou la diminution des urines ou l'excès des urines. Et après, dans ma tête, je me suis dit non, c'est un peu trop parce qu'ils n'ont pas entamé tout ce qui est biologique. C'est pour ça que je fais très attention à ça pour pas les embrouiller. Voilà. Mais je fais des lives pathologie où je retrouve plein d'infirmiers. Il y a même des internes qui viennent. Bah, n'hésite pas à interagir aussi, il n'y a pas de problème. Je sais plus. Ah oui, quels sont les symptômes? Ah, reprends. Les symptômes pathologiques d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est important de savoir, puisque du coup, vous allez mettre des actions de surveillance, etc. Et vous allez adapter aussi votre posture en fonction. Allez, c'est parti. Trouble de la mémoire, oui. Bonjour Mélinda. L'anxiété, mais encore la déambulation. Qu'est-ce que c'est que la déambulation? Problème d'orientation dans l'espace. Ah, va plus loin, c'est bien ça. Agitation agressive, désorientation, trouble du langage. Oui, l'agressivité, trouble de la marche, risque de chute, désorientation temporo-spatiale. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Désorientation temporo-spatiale. Très bien dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle d'anxiété, d'agressivité, mais encore les oublis, l'amnésie. Hein? Ça, ok. À savoir que c'est très anxiogène pour eux. Ouais, c'est pas facile à vivre du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des fois des réactions d'agressivité, qui sont très anxieux. C'est très difficile à vivre. Oui, trouble du comportement. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Perte de repères. Ouais. Perte de repères. Trouble de la mémoire, amnésie, trouble du sommeil, trouble du langage, asthénie, insomnie. Oui, elle peut avoir un traitement, un anxiolytique. Maintenant, ils évitent de donner quelque chose de trop lourd, surtout dans les EHPAD, parce que c'est à risque de chute, étant donné qu'ils déambulent. Et ils évitent aussi de sédater. Voilà, on ne sédate plus maintenant en général. Bon, il y a encore des endroits, ils sédatent encore. Hein. Il y a encore des endroits qui... Ouais, ils sont encore dans la sédation. Les anxiolytiques, oui. Difficulté de soins généraux, l'agressivité. Oui, il y a beaucoup d'agressivité. Ok. Quelles vont être les postures aide-soignant ou soignant, peu importe, pour une personne ayant des troubles cognitifs et qui refuse ce matin de faire son soin de nursing? Voilà, ce matin, vous êtes face à une personne qui a des troubles cognitifs, qui est incontinent, donc voilà, qui a des selles, on va dire qu'il a des selles, et qui refuse catégoriquement de faire ses soins. Quel va être votre rôle? Alors, tu lui proposes plusieurs fois. Va plus profond. Comment vas-tu le proposer plusieurs fois? Attention, n'oublie pas, il y a l'agressivité. Si on insiste trop, il faut faire attention à sa posture. Lui expliquer calmement. Ouais, en lui disant quoi? La communication, la stimulation. Ouais. Alors, le terme stimulation n'est plus forcément apprécié dans certains IFAS, excusez-moi. Aujourd'hui, on essaye de remplacer le mot stimuler par proposer, même si on sait que, voilà. Mais il y a beaucoup d'IFAS qui refusent ce mot. Donc, vous ferez attention à ce terme, la stimulation. Revenir, alors,
revenir, ne pas l'obliger. Ah, intéressant. Se mettre à sa hauteur. Établir un plan de communication. Ah, j'ai de la profondeur. Surveillance, réassurance, accompagnement lui expliquant le soin. Reformuler, communication, diversion. Il faut revenir plus tard, communiquer. Alors effectivement, vous pouvez jouer la carte de la diversion, mais attention, ce sont des personnes ayant des troubles cognitifs, mais ce sont des personnes comme vous et moi, et on n'infantilise pas. Effectivement, on peut faire une diversion en lui parlant de ce qu'il aime, des échanges qu'il aime aborder, puisqu'on sait peut-être que 5 minutes plus tard, il sera dans l'acceptation. On peut également revenir 5 voire 10 minutes plus tard, avoir une différente approche, puisque peut-être que l'approche n'était pas forcément adaptée et que lui, la communication était radicalement fermée, donc il faut adapter sa posture. On peut également demander à une collègue qu'elle switch, parce que parfois vous, ça dit non, mais lui, voilà, votre collègue, elle arrivera aussi peut-être à avoir une acceptation. Expliquer avec des phrases simples, oui. Les blablabla, ça va. Simple, efficace. Exactement. Ayez une approche sympathique. Parler calmement, se mettre à sa hauteur. La supériorité ne marche pas. L'agressivité face à une personne qui est agressive, ça ne marche pas non plus. Utilisez une communication verbale. Non-verbale, si vous voyez, c'est ouvert, parce que le non-verbal, c'est pas chez tout le monde. Donc, on fait attention au toucher. Oui, effectivement, on peut reporter, comme j'ai dit, cette personne-là, elle est dans le refus maintenant. Lui proposer de quoi boire, hein, de quoi se nourrir. Peut-être que du coup, ça va lui plaire, cette approche, et installer ce petit climat de confiance, et que vous allez arriver à quelque chose de bon. Exactement, il faut rentrer dans sa bulle. Il faut. Ah, coucou la fierté, comment veux-tu? Comment vas-tu, ma belle? Ah, t'es énervée aujourd'hui. Mince. Exactement. On va lui laisser le temps et revenir quelques temps après pour lui proposer. Ok. Vous avez une personne qui refuse de prendre son traitement. Une personne qui refuse de prendre son traitement. Là, je reviens à autre chose, parce qu'on est dans le refus, là, du coup. Vous savez que par rapport au nouveau référentiel, l'aide-soignant est habilité à transmettre les traitements, sous condition, bien sûr. Vous avez un résident ou un patient qui refuse catégoriquement de prendre son traitement, qui est important. Que faites-vous? Est-ce que vous insistez? Qu'est-ce que vous faites? Respecter son choix tant qu'il n'y a pas de danger pour l'autre, ni le danger pour elle immédiatement. Oui, les aides-soignantes sont habilitées à transmettre les traitements, mais sous condition. Les traitements doivent être identifiables, datés, voilà, nommés, hein, donc le nom, et emballés. Donc si c'est dans un pilulier et qui sont mis comme ça dans le pilulier, l'aide-soignant n'est pas habilité à transmettre, et bien sûr sous l'accord et la demande de l'IDE. Oui, les aides-soignants peuvent transmettre les traitements. Il faut qu'il y ait aussi une traçabilité de transmission des traitements. Ouais, exactement. On laisse. Est-ce que je. Alors, s'il refuse de prendre son traitement, est-ce que je peux poser le traitement en question sur sa table, dans sa chambre? Est-ce que je peux le faire?
Oui, on va signaler ça à l'IDE, effectivement. Ouais, exactement. On ne force pas. Un refus, c'est un refus. On ne force pas. On le signale. On fait une transmission. On restitue du coup le traitement, enfin, où il faut le mettre. Mais bien sûr, on se protège. Voilà. On est d'accord. On ne laisse pas de traitement dans la chambre. Puis tout le monde peut y passer. Tout le monde peut le prendre. N'importe qui. Voilà, on fait attention, il peut aussi avoir des confusions aussi au niveau des traitements et celui-ci peut prendre son traitement par exemple le matin et il y a son traitement du matin qui arrive et du coup sur dosage on fait attention. On laisse jamais traîner les traitements. Ouais, c'est une faute grave. On fait attention à ça. Alors ça paraît un peu... Enfin... un peu fut-fut ma question, mais je vous le dis parce que ça se passe beaucoup dans beaucoup de structures. S'il refuse catégoriquement, on l'oblige pas. C'est comme un soin. S'il refuse catégoriquement un soin, bah, malheureusement, par contre, on fait une traçabilité. On peut pas aller à l'encontre du choix de la personne. Donc, on prend le traitement, on le met à l'endroit destiné, mais on prévient, quoi. On prévient. Par contre, on va avoir un rôle éducatif et il faut informer. Il faut lui faire savoir les conséquences du fait qu'il n'a pas pris le traitement. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Il faut vraiment, c'est notre devoir. Voilà, vous prenez pas votre traitement, d'accord, mais vous avez conscience que derrière ça, vous pouvez avoir ça. Il faut toujours expliquer. Et quand il est en face d'un danger, parce que s'il a un traitement, c'est pas anodin, eh bien, en général, bon, d'accord. Mais il faut toujours l'avertir, c'est toujours des risques. Ouais, il faut faire une cible. Et toi, la fierté, j'ai vu que ça n'allait pas. Ça va aller, Lucille. Alors, tu travailles la première fois dans un EHPAD. Ça va aller. Alors, au début, c'est toujours un petit peu difficile, mais pour tout le monde, parce qu'il faut ses repères. Voilà. Là, tu n'es pas accompagné. Peut-être que aussi, tu doutes aussi de toi, mais ne doute pas, ça va bien se passer. Et un accompagnement peut être différent de la technique que tu as appris avec la personne que tu as été pendant 3 jours et elle peut être superbe. Chaque personne accompagne en fonction de sa manière d'accompagner. Sois juste toi-même, fais ce qu'il y a à faire et ça passera bien. Peut-être qu'au niveau de l'organisation, tout ça, ça va être un petit peu le bordel, mais c'est en faisant qu'on apprend. Tu vas apprendre. Et on est tous comme ça. Il y a toujours un début. Et aujourd'hui, tu es en EHPAD et peut-être que demain, tu seras dans un service spécifique. Eh bien, tu vas toujours apprendre parce que quand on arrive, tous les services sont différents. Ils ont une manière d'accompagner qui est totalement différente. Tu fais face à différentes pathologies et tu apprends toujours. Donc, tu vas y arriver, ça va bien se passer. Ne dors pas trop tard. Ouais. Ouais, bon courage à vous tous. Je vais vous laisser également. J'essaye d'enregistrer ce live que je transmettrai sur YouTube en replay. Bon, c'était concernant le rôle aide-soignant sur le bloc 1, parce que vous m'aviez dit la plupart, c'était le bonne soirée à toi, Lucille. Le bloc 1, mais on reprendra. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live de révision, alors je suis un petit peu à l'ouest, un peu. M'en voulez pas. Mais on reprendra les pathologies, tout ça, un autre jour. Voilà, voilà. Je vais vous laisser. Je vais m'allonger un peu. Voilà, force à vous. Dormez
pas trop tard. Reposez-vous, ne stressez pas, ça va bien se passer. Alors moi, quand je fais les lives de révision concernant les pathologies, je vois plein de pathologies. En fait, je fais en fonction des appareils. Par exemple, si je travaille l'appareil cardiovasculaire, je vais voir les pathologies. Alors, pour les aides-soignants, ça va être vraiment voilà, infarctus du myocarde, péricardite, tu vois, les petits trucs comme ça, avec les symptômes, les facteurs de risque, on voit les traitements, parce que là, quand on est dans pathologie, on voit les traitements, les effets secondaires des traitements, et puis après, on voit le rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires des traitements. Et ça, du coup, ça intéresse aussi ceux qui sont en IFSI, par exemple, et le rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires, aux symptômes pathologiques. Et souvent, il y a aussi les élèves en IFSI qui viennent aussi interagir et ça complète un petit peu, puisque l'aide-soignant met des choses en place. À la fin, on va transmettre à l'IDE et l'IDE va mettre des choses en place. Et je trouve que c'est hyper intéressant puisque du coup, l'aide-soignant s'informe des actes IDE et l'IDE, c'est aussi ce que l'aide-soignant va mettre en place, doit mettre en place. C'est pas juste, je vois le patient qui est en dyspnée, l'aide-soignant va appeler directement l'IDE. Non, il va falloir rassurer, mettre en position assise, tatati. Il y a des choses que l'aide-soignant doit mettre en place. Et c'est important de sensibiliser les futurs aides-soignants, les aides-soignants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je sais pas pour être négatif, mais qui posent tout sur l'IDE. Sauf que quand on est dans un service et qu'il y a l'IDE qui est en plein soin, qu'elle est toute seule et que voilà, là, à l'instant T, tu dois réagir en fonction de ce que tu vois. Certes, l'aide-soignant va pas faire des trucs de malade, mais juste de mettre une personne en position semi-assise parce qu'elle est dyspnéique, de rassurer, d'évaluer, de prendre les paramètres, déjà, c'est pas mal en attendant que l'IDE arrive. Et ça permet de sensibiliser les aides-soignants et de permettre aussi aux infirmiers de voir ce que l'aide-soignant doit mettre en place quand même en attendant son arrivée. Et en même temps, l'IDE, l'aide-soignant, sait aussi ce que l'IDE va mettre en place derrière. Et je trouve ça très bien. Voilà, bonne soirée à vous. C'est qui a peur, travaille en bien sûr, c'est un travail en collaboration. Alors, Ced, coucou, j'angoisse beaucoup dans 2 semaines. Je suis évaluée sur le bloc 2. Tu le passes comment ton bloc 2, Ced? Bonne nuit, Zbor. Tu passes comment ton évaluation, Z? Est-ce qu'ils t'ont donné des pistes sur le sujet que tu vas être... Ah, tu le passes pas à l'écrit, je le passe devant ma prof en mise en situation par rapport à un recueil de données? Ah, c'est bientôt ta VAE, Chacha, tu passes ton oral? Ça va bien se passer. Je vais passer ma VAE, je suis trop stressée. Louise, pourquoi, Yamina? Tu vas passer quoi, ton oral? Oui, Chacha. Alors, pour l'oral des VAE, alors, je vous donne un conseil, prenez-le bien. Alors, pour l'oral des VAE, vous ne savez pas sur quoi vous allez être noté. C'est-à-dire que le jury a le champ libre. Votre dossier, c'est pas ça qui va faire votre note. Le dossier doit répondre aux exigences demandées, c'est-à-dire répondre aux consignes qui vous est demandées et avoir des situations en lien avec les activités. Basta. Si ça c'est respecté, c'est pas là où vous allez avoir les notes. Les notes vont se baser à l'oral. Donc, vous avez des jurys, donc ça peut être des cadres de santé, des médecins, ça peut être des aides. Oui, il y a des aides-soignantes, bien sûr, et des directeurs d'établissement. Face à vous, vous allez avoir des jurys qui auront une certaine exigence, d'autres pas, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber comme question. L'important, c'est de vous entraîner
sur les diverses questions qui peuvent être posées à l'oral par rapport à vos activités. Mais pas que. Il faut apprendre le rôle aide-soignant et les actes aide-soignants du nouveau référentiel. L'objectif pour vous, c'est de vous imprégner du rôle aide-soignant. C'est pour ça que les lives, c'est important pour vous parce qu'on travaille beaucoup l'aide-soignant. Donc, rôle aide-soignant par rapport aux activités que vous avez transcrites sur votre livret 2, mais aussi le rôle aide-soignant par rapport à les théories en dehors de votre livret. Parce qu'il y a des jurys qui vont vous poser des questions portant sur vos activités. Ça, c'est bien parce que vous êtes prêts. Mais il y en a d'autres, ils vous poseront des questions, des mises en situation qui n'ont rien à voir avec votre dossier. Et vous ne savez pas sur quoi vous allez être saucé. De toute façon, vous allez avoir un diplôme d'État. Malheureusement, les VAE ne sont pas forcément formés au niveau théorique. Ils doivent se former tout seuls via des contenus sur YouTube ou Google ou peu importe, ou bien des livres. Ce que je vous conseille fortement de prendre est un lexique vocabulaire termes médicaux, surtout. Et en gros, vous êtes censé avoir les notions que les élèves ont en école. Donc, vous devez être prêt au rôle aide-soignant, prêt à être prêt aux réponses posées. Faites-vous une petite feuille avec chacune de... Comment je peux vous le dire? Parce que j'ai une feuille blanche. Vous avez 11 activités. Ça va être effet miroir, je suis désolée. Mais ça va être parce que j'ai mon téléphone face... J'aime me regarder. J'aime me voir en filtre. Mais je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont en VAE, vous mettez activité par... Vous prenez une feuille, activité par activité. Et pour chaque activité, vous déterminez les rôles en fonction des modules. C'est-à-dire que l'activité 1, vous allez voir tous les rôles, c'est-à-dire par rapport à le soin de nursing, le respect de l'autonomie, de la pudeur, l'intimité, comment on fait une toilette complète au lit, une toilette intime, en quoi il est important de faire une bonne évaluation de l'état du jour du patient avant de tout de suite arriver avec le matériel de nursing. Et corset, la grille agir, c'est quoi? Si vous avez un patient qui est atteint de certaines pathologies, vous l'avez transcrit en description, ben, il faut la connaître. Si vous avez mis des traitements, c'est pareil, il faut connaître. Quand on vous parle des traitements, c'est la classification médicamenteuse, comment celle-ci est transmise, si c'est en périoste, intraveineuse, sous-cutanée ou autre, peu importe, on s'en fout, mais il faut savoir les effets secondaires des traitements parce qu'on risque de vous poser la question du rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est l'activité 1. L'activité 2, vous allez voir le rôle aide-soignant par rapport aux différents risques. Risque de chute, qu'est-ce que je mets en place? Risque de dénutrition, qu'est-ce que je mets en place? Risque de dépression, qu'est-ce que je mets en place? Risque de fausse route, risque d'escar. Qu'est-ce que c'est que l'escar? Combien y a-t-il de stades? À quel moment j'arrête les préventions d'effleurage avec de l'huile? À partir du premier stage, qu'est-ce que je fais à la place? Donc tout ça, c'est l'activité 2. Ensuite, l'activité 3, ça va être attention. Et l'activité 4, c'est la même chose. Il va falloir s'accrocher au niveau des termes médicaux, au niveau des pathologies, au niveau des paramètres vitaux. Il faut tout connaître. Donc, il faut vous attendre à avoir des questions sur la glycémie capillaire. Comment vous prenez une glycémie capillaire? Sous quelles conditions vous prenez la glycémie capillaire? Quelles sont les normes préprandiales, postprandiales? Les diurèses, pareil, qu'est-ce que c'est qu'une diurèse? Comment on fait ça? Voilà. Au niveau des surveillances des urines, pareil, les paramètres concernant la pression artérielle, comment vous prenez une pression artérielle manuellement, électroniquement, sous quel bras, quelles sont les contre-indications, les normes, hypo, hyperthermie, voilà, et quels sont les signes cliniques. Ça, il faut apprendre.
Pareil pour l'hypertension, j'ai dit, la température, la SAT, le pouls, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Ça, en fait, ça pardonne pas. Ça, vous devez répondre correctement. Les symptômes, ça, on travaille beaucoup, tout ça, et le relais soignant. Important. Si vous avez, par exemple, pour le 4 et le 3, de toute façon, c'est une obligation, mis les pathologies, il faut connaître les pathologies, les symptômes, relais de soignant, traitement, comment il est transmis, classification médicamenteuse, les effets secondaires, relais soignant. Ça, il faut connaître. On va vous poser des questions aussi sur l'oxygénothérapie. Si par exemple vous avez une activité, une personne qui est décompensée, qui est dyspnéique, tout ça, on va vous poser des questions par rapport à l'oxygénothérapie qui a été mise en place par l'IDE. Est-ce que vous touchez au débit? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle de soignant? On peut vous mettre aussi en situation en vous disant, vous travaillez en EHPAD de nuit, vous êtes en collaboration avec votre collègue AVS, et vous avez une personne qui est dyspnéique, vous prenez sa SAT, elle est à, je sais pas moi, 93%, j'invente, 93%, qu'est-ce que vous faites? Il faut pas oublier que vous êtes censé avoir passé la AFJSU. Donc, en cas de réel danger, vous êtes censé mettre des actions en place. Vous êtes habilité à le mettre sous oxygène, mais de toute façon, vous allez appeler le 15 qui va vous certifier, vous autoriser, etc. Mais n'oubliez pas, vous avez la j'arrive jamais à le dire, GSU, que vous passez. Vous avez des actions à mettre en place. On ne laisse pas un patient comme ça. Non, s'il a besoin, il a besoin, point, on finit. C'est comme ça. On n'a pas le choix, toute seule. On le regarde pas partir. Pour l'activité 5, l'ergonomie, vous allez faire le rôle aide-soignant concernant votre posture. Les troubles que les soignants sont confrontés, donc les troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce que c'est? Voilà. Avant d'utiliser le matériel, qu'est-ce que je vérifie? Voilà, donc les différents matériels utilisés, le verticalisateur, le drap de glisse, le lève-personne, le disque de transfert, tout ça. Voilà, il faut connaître. L'activité 6, au niveau de la communication, connaître le cours sur la communication verbale, non verbale. Hyper important, la reformulation, tout va dépendre également de votre rôle aide-soignant, de votre situation choisie également. Donc on va vous poser des questions par rapport aussi à votre situation. L'activité 7, la formation des pairs, donc vous allez faire super attention à l'accueil. Donc l'accueil des stagiaires ou autres, comment vous allez l'accueillir. Vous n'oubliez pas de répondre et de ne pas oublier le livret d'accueil. Vous accueillez les familles ou on transmet le livret d'accueil, normalement c'est obligatoire. Voilà, lui présenter le service, etc. Tout, enfin, l'accueil, il faut connaître par cœur. Au niveau de l'activité 8 sur l'hygiène des locaux, relais de soignants. Par rapport à le nettoyage d'une chambre à vide, voilà, comment vous allez procéder, pourquoi vous lavez du plus haut plus bas, qu'est-ce que c'est que le détergent désinfectant, comment tu l'utilises, je vérifie qu'il soit bien daté, identifiable, pourquoi daté, pour être sûr que celui-ci n'est pas périmé et donc efficace, identifiable pour être sûr d'utiliser le bon produit. Je lave du plus haut plus bas, du plus propre au plus sale. Je prends une lavette pré-imprégnée de détergent désinfectant, mais des fois c'est des lavettes déjà faites, pliées en plusieurs faces. Pourquoi cette lavette est pliée en plusieurs faces? Pourquoi je pulvérise directement la lavette de détergent désinfectant et que je ne pulvérise pas directement les surfaces? Quel est le risque pour la santé du patient ou de vous-même si c'est pulvérisé directement sur les surfaces? Comment vous procédez point par point sur l'hygiène d'une chambre. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, maîtriser, les précautions standards, les précautions complémentaires, AES. Attention à ça, ça passe souvent. Voilà, c'est toutes ces choses-là.
faut apprendre. Après, l'activité 9, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le matériel défectueux, il me semble. Je sais plus. L'activité 10, c'est les transmissions. Donc, toutes ces transmissions écrites et orales. Quel support vous utilisez? Quel support vous utilisez? Comment faire une transmission ciblée? Pourquoi vous faites une transmission ciblée? À quel moment vous faites une transmission ciblée? Voilà, enfin, tout ce qui a à voir avec les transmissions. L'activité 10, on va vous poser souvent la même question, et ça revient souvent. Donc là, vous avez énuméré votre organisation de travail lors d'une journée type, et on va vous poser la question, ok, là, il s'est tout bien passé. Eh bien, expliquez-moi si vous êtes en sous-effectif, comment vous allez procéder, par exemple, à l'accompagnement des personnes pour les soins de nursing le matin. Vous avez 9 heures, enfin je crois que c'est 8h30 jusqu'à 11h. Vous avez, je sais pas moi, je vais exagérer peut-être, 17 résidents voilà, à accompagner. Bah, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez, voilà, comment vous allez procéder. Est-ce qu'il va falloir prioriser ou déplacer, décaler? Donc ça, il faut faire attention. Ici, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que si vous répondez à côté, l'activité 2, même si vous avez répondu OK sur l'activité 2, eh bien celle-ci sera non validée parce qu'il y a le risque de maltraitance. On fait attention à ça. Si vous êtes en sous-effectif, vous allez penser à prioriser les personnes qui sont incontinents, qui sont du GIR 1 à 2 jusqu'à 4. Les autres, vous allez bien sûr, dès le début, alerter tout le monde que vous êtes en sous-effectif et que malheureusement, ça risque de perturber certains soins. Vous allez prioriser les soins importants. Bien sûr, vous n'êtes pas des robots. Exactement, les rendez-vous médicaux, etc. Ouais, on fait super attention. Il y a des choses qui ne seront pas faites là, à cet instant précis, mais seront reportées. C'est éliminatoire. Si vous dites que j'essaye de faire de mon mieux, de 8h30 à 11h, je fais la toilette de tout le monde comme d'habitude, mais en speedant. C'est éliminatoire, c'est même pas la peine. Et l'activité 2, vous radiez. Parce que maltraitance, ça voudrait dire que tu as 17 résidents. En gros, tu fais comment? Tu leur dis pas bonjour, tu les brasses, quoi. Donc eux, ils vont voir ça tout de suite. Donc vous allez alerter, vous allez informer, vous allez prioriser. Et bien sûr, vous allez reporter certains soins pour l'après-midi, etc., etc. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, transmission. Ouais. Donc voilà, l'activité 9, c'était quoi? Je m'en rappelais plus. Non, comment ça? T'as 17 résidents? C'est quotidien, Fatia? T'as 17 résidents, je dis comme ça, mais t'as 17 résidents quotidiens et quel gire? Ah oui, c'est le dysfonctionnement. Donc l'activité 9, le dysfonctionnement, vous vous attendez au rôle aide-soignant. Par exemple, alors là, on risque de vous mettre en situation. Par exemple, vous êtes en plein transfert. Vous êtes en plein transfert et vous utilisez le lève-personne. Voilà. Avant de l'utiliser, vous avez vérifié que celui-ci soit bien chargé, qu'il fonctionne bien, tout ça. Mais lors du transfert, l'appareil dysfonctionne. Vous faites quoi? Ou un dysfonctionnement du lit. Hein. En fait, il faut vous imaginer toutes les possibilités qui pourraient vous bloquer à l'oral. Un dysfonctionnement d'un matériel tel qu'un lève-personne ou autre, un lit qui ne se baisse plus, voilà, qui se baisse plus, qui reste en hauteur. Donc comment le patient va, voilà, il est haut, hein, il est à votre hauteur des hanches, ce patient-là, comment va-t-on procéder? Voilà.
toutes ces choses-là. Vous faites aussi attention aux barrières. On risque de vous poser, souvent on pose la question par rapport aux barrières de sécurité. Si vous avez un résident qui est très agité, il est très agité et vous prenez vous-même l'initiative de mettre une barrière. C'est une contention, il faut une prescription. Vous ne prenez pas. Il faut jamais dire oui, je mets par précaution. Et même dans votre dossier, vous ne mettez pas ça. C'est éliminatoire. C'est pareil pour la présence. Si vous êtes en cours de dossier, la présence, surtout pour l'activité 1 lors de la prise en soin, vous mettez la présence pour alerter, mais aussi par rapport à l'intimité du résident, puisque vous êtes en train de faire sa toilette, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse rentrer et voilà. Là, c'est compliqué. Vous faites, si vous êtes toujours au dossier, vous n'oubliez pas, parce que je sais qu'en réalité, lorsqu'on travaille, eh bien, on a tendance à aller directement dans la chambre du résident et à procéder directement. Mais en fait, c'est pas ça. Il y a 2 passages. Le premier passage, c'est l'évaluation, le saluement, donc le bonjour. Évaluer si le patient, le résident va bien, s'il n'est pas douloureux, s'il a bien dormi. Et par rapport à son état du jour, je vais adapter l'accompagnement. C'est pas parce que celui-ci est en GIR, 3, c'est pas parce que celui-ci est en GIR 3 qu'il est habilité à faire certaines choses par lui-même que ce matin, eh bien, il sera capable de rien faire parce qu'il a passé une mauvaise nuit, il est très douloureux, il ne sait pas pourquoi, il a des courbatures. Et là, du coup, même s'il est en GIR 3, aujourd'hui, il ne se sent pas bien, bah forcément, vous allez être plus sollicité dans la prise en soin. Pareil, hier, il y avait Madame X. Bon, c'est une personne qui a tendance, qu'on fait beaucoup d'actions au niveau de l'accompagnement. Mais à ce jour, cette personne se sent mieux, est moins douloureuse et on peut la solliciter à faire certaines actions. Donc vous allez mener moins d'actions et votre accompagnement sera différent, même si elle en gire, voilà. Aujourd'hui, elle peut le faire. Donc c'est toujours important de mettre dans vos dossiers, n'oubliez pas, premier passage, évaluer, me saluer, me présenter. Aujourd'hui, c'est moi qui est présente, je suis disponible, n'hésitez pas à sonner si besoin. Et évaluer son état. Par rapport à son état, j'adapte du coup mon accompagnement. C'est pareil, quand vous sortez, vous n'oubliez pas dans votre dossier, vous avez enclenché la présence. Même si vous partez 1 minute, vous enlevez la présence. On laisse le libre choix au résident de choisir ses vêtements. S'il a besoin d'aide, on l'aide en lui proposant plusieurs tenues, en l'informant du climat du jour, mais on lui laisse choisir. C'est comme le choix d'être parfumé ou pas. C'est pas parce qu'hier il a voulu être parfumé qu'aujourd'hui il veut être parfumé ou mettre du déodorant ou de la crème. Donc on demande toujours et on informe toujours nos actions à la personne. On fait attention, le matin, lors de votre dossier activité 1, vous rentrez dans la chambre, vous allez le voir, vous n'allez jamais prendre l'initiative seul d'ouvrir les fenêtres, les volets, d'ouvrir les rideaux. Non, je demande au résident s'il est possible d'ouvrir les rideaux. Après acceptation, ouvrir les volets. Après acceptation, j'ouvre les volets et je ferme les rideaux pour préserver l'intimité du patient, du résident. Toujours. En fait, c'est des petites choses. Coucou Vanessa, comment vas-tu? C'est des petites choses, mais qui ont beaucoup d'importance et ça va faire toute la différence. C'est comme les corsets. Même si vous ne le mettez pas dans le dossier, c'est pas grave. Mais par contre, à l'oral, les collègues, on vit à eux. Oh, ces pépites, ils adorent ça. Vous pensez corset? Pépita. Alors là, vous avez gagné des points et là, vous continuez à bien. Au début, on va vous poser des questions sur l'activité 1. Les corsets, vous pouvez le sortir là. Si on vous pose la question, comment allez-vous procéder pour avoir un accompagnement efficace lors de votre accompagnement de nursing, bon, bref, je ne sais plus parler, eh bien vous répondez tout simplement, je veille à respecter la règle des corsets.
E pour efficace. Je vais être efficace dans l'action que je vais mener. C pourquoi? Pour le confort du résident. O, je vais devoir être organisé. Hein, O comme organisé. Donc, je vais devoir être organisé pour ne pas perturber le résident ou de traîner l'action, ce qui peut être très stressant pour le résident ou le patient. R pour responsable. Je vais être responsable de chaque action menée. S, je vais vérifier à avoir des actions de sécurité. Je vais sécuriser le patient, le résident. E pour économie. Tout ce qui rentre dans la chambre n'en ressort pas. Je prends le nécessaire et je veille à être économique par rapport à l'eau qui coule, par rapport à la gestion des serviettes, gants, etc. Et T pour transmission. Une fois le soin terminé, je check mes soins. Voilà. Oh purée, alors j'ai obtenu mon M1, M2, M6, M8. Et j'attends les résultats du M. Oh mais t'as la fin, Vanessa, bien. Et corset, ouais. Tu vas l'apprendre, Anastasia. Ah, c'est l'effet c'est l'effet miroir. Et corset. E pour efficacité. C pour confort. O pour organisation. R pour responsabilité. E pour économie. Et T pour transmission. Ça, tu vas l'apprendre dans ton parcours en IFSI, la première année. Le live est fini. Ouais, ça, vous mettez ça en VAE, même sur votre feuille, si on vous pose une question à l'examen, un peu de ce genre, vous sortez Corset, vous avez résumé vos actions, en fait. Hein. Vous mettez « Je veille à respecter la règle des corsets ». Vous allez dans le plus profond, explique. C'est tout bon. Hein. C'est votre rôle, en fait. Alors, pour les infirmiers, vous allez voir la règle des corsets sur mais différemment. Différemment. C'était un trouble du comportement avec un résident polyhandicapé, la souffrance. Oui, toi, c'était sous forme de rédaction, Vanessa, il me semble, non? Ton module 6, communication. En ici aussi, vous avez la communication à passer. Hein. Ouais. Bon, ça va, tu l'as eu. Nickel. Nickel. T'es à la fin, en fait, Vanessa. 1, 2, 3. Ah, t'as pas passé le 5 encore. Ergo. Et le 3 et le 4. T'as pas passé le 3 et le 4 encore. Et le 7. C'est bizarre que vous passez pas le 6 et le 7. En même temps, il y a des IFAS, ils font le 6 et le 7 sous forme de rédaction. Ils trouvent une situation de communication en lien avec un résident ou autre. Et après, ils doivent intégrer un passage où le tuteur les a formés ou un truc comme ça. Il y a beaucoup d'IFA. Ou sinon, le 7, ils le font en pratique, des fois. Ou mise en pratique. Ah oui, toi, sont décalés. C'est pas la fin, décembre. Ah si, en décembre. Ça y est, tu l'as passé, le 5. Tu l'as passé, c'est bon.
Ouais, c'est bon, c'est la fin. Oh, t'as Angoulême Marine. Angoulême, Angoulême. Ouais. Ouais, le 6, il passe souvent en pratique en Angoulême. C'est noté sur combien la VAE. Alors, les notations VAE, c'est assez spécial. Alors, c'est principalement une note basée sur ton oral. Tu as l'acceptation de ton dossier. Donc, si tu réponds bien aux exigences, aux conseils demandés par rapport à ton dossier, ça sera basé sur ton oral. Il n'y a pas de grille évaluative, c'est-à-dire les questions peuvent être diverses et nombreuses. C'est une note sur 20. De 1 et 2 et 5 dans la même... Oh là là, ils t'ont pas fait ça, Ryan. 1, 2, 5 la même semaine. Non, mais sérieux, quoi. Franchement, ça fait beaucoup, hein. J'imagine, hein, votre cerveau. Mais après, à la fin, vous allez avoir un poids au moins, un soulagement incroyable. Ah ouais, non, mais module 6 en 4 semaines, c'est short, hein. C'est vraiment short, hein. Déjà, il faut avoir le sujet. Bonsoir, One Love, comment vas-tu? Et après, c'est vrai que la formation, 11 mois, on dit, ouais, c'est long, mais ça passe trop vite, parce qu'au bout d'un mois et demi, vous êtes déjà en stage. Tout défile, en fait. Tout défile. Coucou, Hussard. Même eux, je pense que même la pression depuis le nouveau référentiel, la pression des formateurs, elle est bien ressentie, hein. Vous me donnez votre email, j'aimerais acheter vos fiches. Coucou Ellie, alors pour les fiches de révision, je n'ai plus de boutique. Maintenant, je vous les donne, enfin presque, c'est pas trop donné, c'est 1 euro. Tu vas directement sur mon lien là, qui est sur mon profil, où il y a ma photo. Tu cliques sur Héloïse, tu vas aller sur mon profil. Et en bas, il y a un lien. Il y a un lien, tu cliques sur le lien et il y a marqué fiche à 1 euro. Tu vas cliquer dessus, tu payes 1 euro. Par contre, il faut bien garder l'email parce qu'entre-temps, je vous rajoute des fiches. Donc, tu vas recevoir un email de la plateforme. Tu vas garder cet email précieusement, les mettre en favori, ce que tu veux pour pouvoir te connecter. Tu te connectes via cet email. Tu enregistres les fiches, tu les imprimes, tu les découpes. Tac, tac, tac. Si tu as une plastifieuse, c'est parfait. Tu plastifies, tu les mets dans ta poche. Et voilà. Bonsoir Élodie, bonsoir Lumière. Bon, un bon salaire, c'est pas cher payé pour le travail qui est fourni. Comment dire, ce que s'expose au niveau d'état de santé par rapport ce que le soignant, les aides-soignants s'exposent. Non, c'est pas cher payé. Après, ça va dépendre le salaire peut varier en fonction de la région, si tu es dans le public, si tu es dans le privé. Ça varie, hein, mais ça varie. Il faut pas oublier ces secteurs d'activité. Il y a préservez-vous parce qu'il y a de plus en plus de dépression, mais il y a aussi beaucoup de soignants, des ASH aussi, AVS, qui sont sujets à des pathologies cardiaques. Donc faites attention à vous, hein. Puis c'est pas cher payé, donc ce serait pas top de mettre sa santé en péril. Oui, tu payes 1 euro une seule fois, tu gardes bien ton email et t'imprimes si tu as une imprimante et tu te fais tes fiches. Mais je vous ai fait plein de vidéos en vous montrant comment faire vos fiches de révision. Franchement, vous les faites vous-même, c'est génial. Je sais pas, ça dépend de mon état. Vous savez, je sors d'une grosse opération, 2 grosses opérations. Et des fois, je suis pas... Hier, ça allait. Mais des fois, je suis pas au top. Je vous montre un petit peu comment faire des fiches. Vous avez plusieurs méthodes par rapport à vos fiches. C'est l'effet miroir, je suis désolée.
Vos fiches, l'objectif, c'est de centrer le problème que vous voulez apprendre. Hein, le facteur cible. Hein. Là, par exemple, en pathologie, le cœur. Bon, hein. Le but, c'est faire les sens des aiguilles d'une montre. Moi, je suis toujours le sens contraire. Je ne sais pas pourquoi, je fais tout à l'envers. Donc, par exemple, le cœur, l'appareil cardiovasculaire. Bah, vous mettez la définition, son rôle. Hein. Son rôle, vous mettez un premier carré, hop. Et ici, vous mettez les pathologies. Un autre petit carré avec pathologie. Certaines pathologies que vous apprenez en IFAS. Ensuite, vous mettez les symptômes pathologiques. Bah, c'est important. Vous allez voir pourquoi après. Symptômes pathologiques ici. Ici, vous pouvez mettre les facteurs de risque. Ici, toc, facteurs de risque. Ici, vous mettez les traitements. Vous pouvez rajouter un carré. Moi, j'ai fait ça à la Walligen. En général, c'est un peu plus en décalé. Ici, il y en a 3 normalement. Et là, il y en a un parce qu'il y a les effets secondaires des traitements. Et derrière la feuille, derrière cette feuille, vous allez couper la feuille en 2. Et vous allez mettre rôle aide-soignant par rapport aux symptômes pathologiques. Donc, vous en mettez plein. Pas juste 1 et 2 et après, vous mettez prévenir les DE. Non, j'en veux plein. Vous mettez rôle aide-soignant par rapport aux symptômes pathologiques. Et ensuite, rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires des traitements. Vous en mettez plein. Plein. C'est comme ça qu'on fait des fiches de révision efficaces. Comme tu peux voir dans cette fiche-là, tu vas avoir plein d'espaces, hein, un peu partout. L'objectif, c'est de mettre des couleurs pour vraiment que ça soit visuel et que ça te donne envie d'apprendre. Plus tu auras des feuilles, plus ton cerveau va dire « j'ai la flemme ». Et quand il te dit « j'ai la flemme », il aura la flemme. Donc, il faut le stimuler à travers les couleurs. Il aime bien les couleurs, tu sais, les schémas, les trucs. C'est simple. Quand on voit une fiche comme ça, on se dit « oh, ça va, il n'y a pas grand-chose à apprendre. C'est vite fait. » Mais en fait, il y a des choses à apprendre. Et en fait, l'espace là, un peu partout, tu vas mettre toutes les notions que tu as du mal à retenir. Tu vas mettre toutes ces notions que tu as du mal à retenir. Par exemple, la systole, c'est quoi? La diastole, c'est quoi? Les normes, les paramètres, tout ça, tu vas mettre là. Et ensuite, ce que tu vas faire, parce qu'il n'y aura plus de place. Hein. Ah bah oui, à un moment donné, il ne faut pas trop non plus surcharger, parce que la flemme, ton cerveau va dire, oh non, c'est un fouillis. C'est un fouillis, j'ai la flemme. Ce que tu fais, tu prends une page blanche, comme ça. Tu prends une petite page blanche. Tu vas découper des petits carrés, comme ça. Mais il faut que ça soit petit. Quand c'est petit, c'est mignon. Parce que plus c'est gros, plus il y a des choses à apprendre. La flemme, le cerveau, il n'aime pas ça. Et ce que tu vas faire, c'est par exemple, là, tu es sur le cœur. Eh bien, c'est simple. Tu vas mettre, je sais pas... qu'est-ce que j'ai écrit non, je vais mettre autre chose parce que sinon ça va être... où est situé le cœur? Tu vas mettre... où est... Ouais, je vais pas écrire, ça me saoule. Tu vois, même moi, mon cerveau, il va mal. Tu mets où est situé le cœur? Où est situé le cœur? Et derrière, tu mets la réponse. Et en fait, tu fais plein de petites fiches comme ça. Et si tu as une plastifieuse, oh, tu plastifies. Et si tu peux les perforer, tu les perfores, tu prends un petit fil et tu les raccordes. Pourquoi je te dis de perfuser, plastifier? Parce que déjà, tu peux le désinfecter. Et elles vont durer toute l'année et voire plus. Et en fait, tu peux les mettre dans ta poche. Quand tu as un petit temps, tu peux jouer à un jeu. Soit seul, soit avec tes collègues. Vous tirez des cartes. Ah bah oui, tu prends au pif et tu révises. Et ça marche bien. Ça, plus ça, c'est la meilleure des techniques. Voilà. Fais des fiches de révision. Alors là, en l'occurrence, c'est le bloc 2. Mais le bloc 1, tu fais pareil. Tu mets des petites fiches. La dénutrition. Bah, derrière, tu mets... Qu'est-ce que c'est de la dénutrition? Avec tes mots. Voilà. Je sais pas... les SIG, ARS, tu mets derrière. Le rôle aide-soignant pour une personne qui a risque de chute, à risque de dénutrition, à risque... je sais pas quoi. Tu mets la réponse derrière. Et en fait, c'est la meilleure des techniques. C'est ce que je disais hier. Alors, ceux qui ont des soucis de 10... Il y a une chose qui marche bien, ça fait très primaire, mais je vous jure que ça marche trop bien. Moi, j'ai beaucoup d'élèves ayant des problèmes de 10. Et en fait, on s'amuse à faire des pâquerettes. Oh, ne me moquez pas des pâquerettes parce que je vous assure que ces pâquerettes-là marchent du tonnerre. Vraiment.
Et en fait, l'objectif, c'est pareil que l'horloge. Vous ciblez la problématique. Les pâquerettes vont être coloriées. La première pâquerette va être coloriée en une couleur qui poigne. Ça va être le rôle. Par exemple, le cœur, appareil cardiovasculaire, le rôle du cœur. Voilà, hop. Ensuite, là, vous allez mettre des symptômes. Donc là, en l'occurrence, cette pâquerette, les pétales sont en bug. Mais tu peux en mettre plusieurs. Tu vas pas écrire au feutre, mais au stylo. Donc comme ça, tes lettres seront un peu plus, pas les symptômes, les pathologies, un peu plus fines. Si il faut que tu prennes 2 pâquerettes, tu prends 2 pâquerettes, mais tu la colories de la même manière. Ensuite, tu vas prendre les symptômes pathologiques, les traitements, les facteurs de risque. Donc, si tu peux prendre 3 pâquerettes ou 2, peu importe. Et ensuite, tu retournes. Il y a une autre pâquerette et tu continues. Et après, tu vas voir, tu as l'espace sur cette feuille. Et tu l'alimentes. Tu l'alimentes. Tu as le recto, tu as le verso, tac, 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 tu alimentes. Et ça marche bien, les pâquerettes ou les smileys. Oh là, les smileys, ça marche très très bien. Voilà les techniques d'Héloïse. Les jeux. Alors, je te montre aussi. Ça, c'est ce que je fais avec les élèves. Ça s'appelle Oscar, le jeu d'Oscar. Le jeu d'Oscar, c'est ça. En fait, tu vois, j'ai plastifié. J'ai tout plastifié. Donc, tu vois, j'ai tout plastifié. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, de faire des cartes. Et en fait, Oscar, il a des pathologies. Oscar, il a toujours un problème. Et ça va, parce qu'il a des super aides-soignants, des soignants qui sont là et qui gèrent le truc, quoi. Et des médecins qui gèrent le truc. Et en fait, Oscar, il lui arrive des trucs de ouf. Tu vois? Donc, là, il a une thrombose, par exemple. Il a une thrombose. Je fais quoi? Il a un risque, il est à risque, il est alité, donc il a plusieurs risques. Thrombose veineuse profonde, je fais quoi? Ok. Pareil, une rougeur persistante au niveau je sais pas moi, du coude ou peu importe, du sacrum. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Pareil pour les définitions. Si les corsets, qu'est-ce que ça veut dire? Je mets la réponse derrière. Et en fait, le jeu d'Oscar, vous pouvez le créer, c'est facile. Eh bien, chaque jour, vous ciblez 5 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soit vous les donnez à une collègue de votre promo et voilà, elle se débrouille, elle gère. Et après, elle pioche pour vous. Si vous voulez jouer comme ça, vous pouvez jouer à plusieurs en équipe, comme vous voulez. Plus vous allez jouer, mieux ce sera simple d'apprendre et vous allez avoir envie d'apprendre. Ça, c'est top. Et sinon, si vous êtes toute seule, c'est pareil, vous donnez un objectif. Par exemple, chaque matin, je retire 5 cartes au hasard. Vous prenez 5 cartes et bam. Voilà, le soir ou l'après-midi, 5 cartes. Bam. Voilà, et ça va rentrer. C'est un défi que vous vous donnez à vous-même, quoi. Ça rentre. Je sais pas si je vous l'ai mis dans la plateforme, les fiches d'Oscar. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Je sais pas si je sais même pas ce que je vous ai mis sur la plateforme. Je vous ai balancé des trucs. Je sais plus. Voilà. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse pour de bon. Tu veux que je fasse un live sur les trifocales? Ouais, j'avais un rendez-vous tout à l'heure avec une élève. Alors, son tableau, il était... je l'avais pas vu encore, celui-ci. Alors, comment il est... Alors, j'ai vu ce qui est demandé déjà, mais comment il a été formé, c'était spécial. Alors oui, elle avait le trifocal avec lié à, manifesté par. Qu'est-ce qu'elle avait? Action, problème
problème potentiel, problème réel. Il fallait qu'elle associe du Virginie Anderson avec des cibles. Il était assez atypique son truc à la collègue là tout à l'heure. Coucou Alexia. Oh, oh. Ah bah des fois vous tombez dans des IFAS malheureusement. Alors, je pense que chacun des élèves ont leur degré d'entraide. Et cela est compréhensible. Parce que avant d'aider l'autre, il faut s'aider soi-même. Et j'ai constaté beaucoup cela parce que bah déjà vous avez une pression, on vous demande trop de choses, le temps passe vite et chacun d'entre vous ont voilà, ont comment dire leur gestion de stress et leurs lacunes et leurs problématiques. Et effectivement, alors oui, il faut s'entraider, mais attention, il faut aider, je suis pour l'entraide, attention, mais quand ça n'a pas un impact sur votre énergie, sur votre formation. Puisqu'il y en a qui vont... moi, j'ai eu une collègue avant que je me fasse hospitaliser, donc une élève. Elle me dit, Louis, je suis dégoûtée. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai aidé tous mes collègues. Ils ont tous réussi leur module 8. Et moi, j'ai eu 5. Je lui ai dit oui, parce que tu as donné trop de ton énergie aux autres. Et quand il a fallu te donner pour toi-même, tu n'en avais plus. Donc, tu as bâclé ton devoir puisque tu as aidé, donc au détriment, tu t'es pénalisé parce qu'il fallait entraider. Vous voyez, il y a entraide, il y a entraide. Oui, il faut cette solidarité, il faut cette entraide, mais je ne suis pas au détriment de sa propre réussite. Si vous ressentez que vous êtes en baisse d'énergie, que vous êtes stressé, angoissé, oui, vous pouvez répondre à l'autre, sur certaines choses, mais il ne faut pas que ça soit trop d'énergie que vous allez donner. Attention, dans la vie, comme tout, faut être, j'aime pas dire ça, ce mot, mais oui, il faut être égoïste, parce que je veux que la personne elle réussisse, mais moi je veux réussir. Je veux que la personne soit en bonne santé, mais je veux être en bonne santé. Donc avant d'aider l'autre, je m'aide moi-même. Puisqu'en gros, je suis venue en formation pourquoi? Pour me sacrifier pour la réussite des autres ou pour moi-même? Donc, il y a l'entraide et il y a l'entraide. J'aide en fonction de mon énergie, mes capacités. Si mon énergie n'est pas en rendez-vous et que mes capacités ne sont pas là, non. Je préserve cette énergie pour répondre à mes propres problématiques parce que j'en ai. Exactement, il faut trouver le juste milieu. Après, attention, il y a entraide et entraide. Ça veut dire répondre à une question ou expliquer quelque chose vite fait, oui. Mais vous savez, il y a des gens aussi, je dis pas tous, mais il y a certaines personnes, moi je l'ai vu en formation, qui sollicitent beaucoup, et qu'au final, c'est pas eux-mêmes qui font le devoir, c'est l'autre qui va faire le devoir. Là, la fille, la collègue qui est venue me solliciter, qui était dégoûtée, elle a quand même corrigé les fautes d'orthographe, la grammaire, elle a restructuré les phrases de ses collègues. Je suis désolée, oui, mais non. Oui, mais non. Vous savez, vous avez un site qui est recto verso. La personne, c'est pas une professeure, la personne est venue en formation pour être formée. Là, au final, elle se retrouve avec 5 sur 20. Il y a quand même une de ses collègues qu'elle a aidée, qui a eu 16 sur 20. Et elle a fait une bonne partie de son analyse, une bonne partie de sa situation. Et elle-même, elle se retrouve avec 5 sur 20. C'est chaud quand même. Je trouve ça quand même assez chaud. Je pense que je vais rater mon... Tu t'es absentée combien de temps, maman formidable? Merci beaucoup, Mégane. Coucou Fatima. Coucou Marie.
pour trouver les problèmes, individualiser et analyse complète pour trouver les problèmes. Ouais, mais faites attention, il y a aider et aider. N'aidez pas au détriment de votre réussite. Parce que si vous donnez de l'énergie alors que vous-même vous êtes épuisé, déjà, voilà, vous risquez... vous allez rentrer chez vous, déjà même vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais vous allez avoir encore plus de fatigue. C'est pas méchant ce que je dis. Moi, je suis pour l'homme, voilà. Mais faites attention, ça peut être toxique. Vous avez certaines personnes, peut-être vous, même peut-être vous, qui est en phase de dépression. Parce qu'en formation, on a tous une phase dépressive. L'objectif de l'équipe est de pouvoir se donner mutuellement de l'énergie pour pouvoir retrouver cette énergie. Mais attention à ça. Je vous ai toujours dit, l'énergie négative attire la négation. Quand vous voyez que la personne elle parle tout le temps de défaite, vous allez bien sûr l'aider à retrouver son moral, mais quand c'est trop tous les jours, attention parce qu'on vous conditionne inconsciencement, inconscience, je ne sais plus comment on le dit, à de la négation. Ça veut dire que vous allez, sans vous en rendre compte, vous convaincre que son échec pourrait être le vôtre et vous allez douter de vous. Faites attention à ça, c'est un état psychologique. Faites attention à ça. Bien sûr, on va surélever l'autre parce que l'autre a besoin d'une main tendue. Mais attention à ce que cela ne soit pas trop toxique sur votre état d'esprit puisque sa négation peut être la vôtre alors que vous étiez de base positif. Et vous allez vous plomber. Et ça, c'est viral. C'est viral. Ça va très vite, la négation. Quand vous avez à côté de vous une personne, oh, j'en peux plus, je suis blasée, j'ai la flemme, j'arriverai pas, je vais échouer, j'en peux plus. Elle le pense, peut-être que vous-même vous le pensez. Vous le pensez. Et à cet instant-là, vous, peut-être que vous essayez de rebondir sur ces paroles en vous disant non, c'est bon, je vais y arriver. Même si vous doutez à l'intérieur de vous, non, je vais y arriver, il faut que j'arrive jusqu'au bout, il faut que je le fasse, mes enfants, ma famille, nanana. Vous essayez de vous remonter tout seul le moral, mais vous avez constamment cette personne qui est là. J'arriverai pas, j'en peux plus. Non, mais j'ai la flemme, il y a trop de choses, j'en peux plus. C'est vrai. Mais à force de le dire, les gens écoutent et c'est de la négation. Ça fait effet boule de neige, ça grandit, ça grandit. Et vous allez finir par vous convaincre à 100% que vous allez vous-même échouer. Vous allez douter de vos compétences et vous allez accumuler du stress. Et ça se trouve que cette personne, c'était sa méthode d'évacuer son stress. Elle a besoin de se plaindre pour pouvoir rebondir, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre ces genres de choses. Du coup, elle va avoir son examen, puisqu'elle a évacué, vous aviez été là pour la rassurer, mais vous, au final, c'est vous qui êtes défaitiste. En stress, c'est le jour de l'examen, page blanche, j'ai pas mon examen. Faites attention à ça parce que c'est courant. On ne se rend pas compte, mais c'est très courant. Donc, quand vous voyez une personne en négation, vous dites non, c'est bon, stop la négation, même si on dit du positif. Même si au fond de nous, on dit du positif. Parce que ça va vous plomber. Ouais. Mais c'est naturel, c'est humain. C'est humain d'exprimer. Et c'est important d'exprimer ses sentiments. Il y en a, ils ont besoin de dire « je vais échouer ». Il y en a, ils ont révisé toute la nuit, jusqu'à 2 h du matin, et ils vont venir à côté de vous, ils vont dire « oh mais moi, j'ai rien révisé, je suis dans la merde ». Et ils vont vous tatati, tatata, tatati, tatata, tatata, et vous écoutez. Et vous pensez que cette personne, elle n'a pas révisé. Et là, elle est là, elle sort des trucs... mais parce qu'elle a besoin d'aller à l'encontre, elle a besoin d'évacuer sa source d'énergie. Mais faites attention. Et pas vous allez dire, mais comment ça se fait ça? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas révisé, elle a 20, elle a 19. Comment ça se fait? Elle participe pas? C'est comment? Du coup, vous allez dire, mais c'est moi qui est nul, ça se passe comment? Il y en a, ils sont comme ça. Ils vous font croire qu'ils n'ont pas travaillé, mais ils ont travaillé jusqu'à 5 h, 4 h du matin. Ils ont fait des cas cliniques, ils sont venus sur la chaîne YouTube d'Héloïse. Ils ont travaillé au taquet. Et le matin, ils vont venir ici, ils vont dire « oh non, mais je suis dans la merde, j'ai pas révisé, je suis dans la merde, je suis sûre, je vais passer au rattrapage ».
Et là, les notes arrivent. Toi, tu as 6 sur 20 et puis elle a 19. Et puis tu te dis, mais attends, c'est moi qui est con, quoi. Ben non, c'est pas une question de con. C'est que il y en a, ils sont comme ça. Ils ont besoin de... Comme ça. Donc faites attention. Oui, on tend la main, on transmet de l'énergie positive, mais quand ça devient toxique pour vous, vous vous en éloignez. Parce que tout le temps, c'est pas bon. Coucou Fatih. Coucou ma belle. T'as vécu la même chose. Eh ouais. Après, on se pose des questions. On se dit, mais attends, j'ai un problème ou quoi? Moi, j'ai travaillé 3 heures hier soir. Comment ça se fait? Et puis c'est là où on vient à se comparer à l'autre. C'est là où, mais je comprends pas. Je suis vraiment nulle. Je suis pas faite pour ça. J'abandonne. Non, mais n'abandonnez pas. L'homme est vicieux. Il y a des gens, ils sont vraiment dans la négation, dans leur trou noir, mais il y en a d'autres, ils font croire qu'ils sont dans le trou noir parce qu'ils ont besoin d'extériorer. Mais ils sont pas encore dans la phase trou noir. Ils sont encore bien. Sauf que vous allez être plombé. Eh oui. Voilà. Allez, bonne soirée, je vous laisse. Bisous à tous. Bonne soirée à vous tous. Peut-être à demain, je suis pas sûre, mais peut-être à demain. Peut-être à demain. Bonne soirée. Bisous, bisous.